Bonjour à tous. Je remercie au tout début, encore une fois, l'organisation pour avoir décerné l'or à ce projet hier. Soyez indulgents, je ne pense pas que ma présentation va mériter l'or. Alors, les technologies immersives au service de la présentation des arts de la scène, on aurait pu écrire aussi au service de la présentation du patrimoine immatériel en général. Je vais d'abord vous situer un peu les musées de la civilisation. En fait, il y a le musée de la civilisation à l'extrême droite, qui a été la toute première composante de notre complexe, ouvert en 1988. Et au fil des ans, on nous a confié la gestion de, je commence par la gauche, il y a même ici, voilà, la maison historique Chevalier, les réserves nationales où sont conservées les collections ethnographiques d'à peu près 285 000 objets. Le musée de l'Amérique francophone, je crois que c'est le deuxième plus vieux musée en Amérique. Il a été fondé par les prêtres au tout début de la colonie française en Amérique. Le musée de Place Royale, qui n'est pas l'église, mais bien ce bâtiment ici, qui est un musée archéologique et qui présente les fouilles qui ont été faites ici sous l'église Notre-Dame des Victoires, et le musée de la civilisation. Donc, 5 composantes. Et le musée de la civilisation est un musée qu'on appelle un musée de société. C'est-à-dire que nous présentons tous les genres d'expositions, expositions d'art, de sciences, d'histoire naturelle, phénomènes de société. Donc, on se classe dans un peu toutes les catégories et on est à la fois inclassable. Mais notre première mission, nos premières missions à Québec, c'est un musée national, je dois le préciser, c'est de présenter l'histoire des Québécois et incluant les Premières Nations et les Inuits. Il y a 11 nations autochtones au Québec, donc nous sommes responsables de présenter aussi leur civilisation, leur culture. On a un intérêt particulier pour la création et l'invention sous toutes ses formes, création artistique et invention scientifique. Et plusieurs de nos expositions, depuis 25 ans, ont porté particulièrement sur la musique, le théâtre, la chanson, le cinéma, la télévision, les arts visuels, le cirque même. Donc, le patrimoine immatériel, on y avait touché quand même beaucoup déjà, mais on n'avait jamais fait d'exposition sur la danse. Je vous donne 2 exemples d'exposition. Donc, Je vous entends chanter en 1995 sur la chanson et l'Aventure cinéma en 2006 sur le cinéma. Vous constaterez que dans les 2 cas, il y avait beaucoup d'objets. Pour du patrimoine immatériel, on était choyés, il y avait beaucoup d'objets. Alors, quand est venue l'idée de faire cette exposition sur la danse, Corps rebelle, ce que j'ai fait dès le début, c'est de contacter, les principaux acteurs de la danse au Québec. Il y a un regroupement de danse au Québec et les troupes sont très bien connues à l'étranger, moins bien connues au Québec. Donc, premier contact avec eux, avec des chorégraphes, des danseurs, pour leur expliquer notre volonté, en fait, qui était de rendre hommage aux créateurs du Québec. Et j'appuie toujours par erreur sur le bouton. Rendre hommage aux créateurs du Québec et aussi présenter cette idée que la danse est un langage universel au même titre que la musique. Donc, derrière ce projet, nous avions aussi l'intention de faire circuler cette exposition puisque, étant un langage universel, on se disait que la danse pouvait aussi être présentée ailleurs et n'était pas un produit exclusivement québécois. Donc aussi, c'était notre volonté de faire circuler une exposition de nouveau type, très léger, sur une clé USB même. On voyait très peu d'objets dans cette exposition. Ça a été confirmé par nos discussions avec les chorégraphes et les danseurs. Ils ont dit que la danse, ils nous ont dit c'est une bonne idée, c'est merveilleux,
extraordinaire, mais la danse, pour nous, c'est la transformation, c'est l'évolution, et pire que ça, c'est la contestation, c'est la révolution, parce que la danse contemporaine, je dois le préciser, c'était le sujet, transgresse les règles, elle remet en question toute l'esthétique du corps et tous les mouvements imposés de la danse traditionnelle ou la danse classique. Donc c'est pas un divertissement, c'est un mode d'expression. Et là, ils nous ont, dans le fond, lancé plusieurs défis en disant on ne veut pas d'objets dans la salle. Parce que la danse contemporaine, oui, il y a des décors, oui, il y a des costumes, de moins en moins, vous allez me dire. Il y a des chaussons parfois, mais c'est pas ça. C'est pas la danse contemporaine, ce ne sont pas des objets. Si vous mettez des objets, vous allez momifier le sujet. Et là, le deuxième défi, c'était formulé ainsi, on ne veut pas être dans une salle. On veut être partout dans le musée, dans les rues autour, pas dans une salle. Troisième défi, la présence humaine est essentielle. Vous n'arriverez jamais à faire comprendre la danse contemporaine s'il n'y a pas un humain dans la salle, s'il n'y a pas de danseur. La seule façon de comprendre, c'est d'assister à un spectacle. Alors, on a réussi, la preuve, la salle a été inaugurée, on a réussi au bout de plusieurs compromis par contre. On a accepté de ne pas avoir d'objet dans la salle, mais ils ont accepté d'être dans une salle. On a fait appel dès le début à une firme de Montréal qui s'appelle, peut-être vous la connaissez, Moment Factory. C'est une firme de conception d'environnement immersif, d'éclairage de très grande surface. Ils ont éclairé et fait un spectacle, sur la Sagrada Familia à Barcelone. Ils ont fait un spectacle de Madonna, donc très habitués de toutes ces technologies immersives. On a fait appel à Moment Factory dès le début et selon les dimensions de la salle, ils avaient inventé des dispositifs qui couvraient l'intégralité de la salle. C'est-à-dire que le visiteur entrait et c'est lui qui déclenchait les vidéos, c'est lui qui déclenchait les interactions par ses mouvements, par sa vitesse de démarche. Il y avait même des casques 3D, les Oculus Rift, à un endroit de la salle. Et là, tout le monde a fait « Oh, non, c'est pas ça qu'il faut faire. On perd de vue ce que les danseurs et les chorégraphes nous ont demandé. » Alors, on leur a confié, Moment Factory, 7 zones dans la salle, qui est un tapis de danse, en fait, qui est une zone fermée. Et c'est là que se passe en ce moment, parce que l'exposition est en cours, se passe l'interaction avec les danseurs et l'expérience immersive. Donc, au tout début de l'exposition, quand vous entrez, il y a quand même quelques panneaux où, en fait, on présente les grands points tournants de la danse contemporaine, les grands noms qui ont marqué le début du 20e siècle. Alors, vous avez les Duncan, Zagilev, Nijinsky, Graham, Cunningham, Forsyth, Balanchine, Bosch, je ne les nommerai pas tous, mais aussi des Québécois comme Édouard Locke, Louise Le Cavalier. Je vais peut-être trop vite, je m'excuse. Donc, on a quand même fait une entrée ou un sas qui permet de saisir une certaine chronologie de la danse. Parce qu'ensuite, on n'y va pas par chronologie. Pardon. Les chorégraphes nous ont, au bout de nombreuses sessions de travail, sont arrivés avec 6 zones principales qui ne sont ni chronologiques ni géographiques. Alors, chacune des zones, ça n'arrête plus, chacune des zones présente quelques photos, quelques vidéos. La visite se fait avec un casque, évidemment, pour illustrer chacun des thèmes. Mais vous êtes accueillis dans chacune des zones par un grand triptyque, vraiment qui vous enveloppe. Et une danseuse, une chorégraphe a été choisie pour chacune de ces zones pour expliquer cette partie du sujet en particulier. Je vais vous présenter
les vidéos de chaque zone. On va pouvoir... voilà, c'est parti. Le volume est ici. J'ai pas de son, je sais pas si c'est normal. Bref, je vais continuer à parler. Donc, la première zone, le corps atypique, c'est un corps hors norme, entravé, handicapé, transformé ou hybridé. Il explore intimement des gestes qui transcendent le mouvement. Il remet en question les perceptions esthétiques et l'image de la perfection. Deuxième zone, le corps naturel, révèle le caractère organique et primitif du corps. Il est utilisé comme expression du retour aux formes libres, instinctives, naturelles et fluides. Je crois que c'est arrêté. Zut! Je savais, dès que j'approche un ordinateur, il se met à ne pas fonctionner. Quelque chose de débranché. Ah, c'est un peu touché. C'est de ma faute. Je dégage des ondes. Ah, c'est ça. Microphone. Je vais continuer de parler des saisons, mais si jamais on peut avoir l'image, on les regardera. Donc, le corps atypique, la danseuse que vous avez vue, elle est handicapée, elle a eu un accident de voiture à l'âge de 20 ans, donc c'est vraiment, c'est pas un élément de décor, son fauteuil roulant, c'est vrai. Le corps naturel. Le corps politique, lui, propose des chorégraphies aux messages engagés et revendicateurs. Il remet tout en question par son mouvement brut, la nudité, la mise en scène et plus sobrement l'absence de danse. Le corps multi se traduit par des pièces chorégraphiques où les manifestations du corps évoluent en interdisciplinarité avec d'autres formes d'art et les technologies numériques. Le corps urbain s'exprime dans des chorégraphies où des manifestations du corps révèlent le rapport du corps à la ville. Son écriture chorégraphique emprunte souvent à la marche et aux danses de rue. Les corps se meuvent dans l'environnement moderne et anonyme de la ville. Là, je n'ai même plus accès à mes autres. Il faudrait que je danse pendant ce temps-là. On ne reviendra pas aux vidéos. No, we won't go back to the video. We won't have time. So let's switch. Which video is this? It said that it uses 3D graphics and the laptop itself does not support it. As the does not support the videos? It's a 3D graphics, it said. Okay. Bon, il semble qu'il y a un problème avec problème technologique. Donc, voici quelques photos qui illustrent aussi les concepts exprimés dans les vidéos. Donc, le corps urbain, vous voyez à gauche, le corps atypique, le corps naturel, le corps politique, virtuose et multi, avec les effets multimédia. Donc, la salle avait une allure plutôt sobre, où le visiteur déambule, en fait, très librement. Il peut aller d'une zone à l'autre de son choix, c'est-à-dire sans suivre un parcours imposé. Et il arrive à la fin du parcours à cette zone qui nous interpelle aujourd'hui, dans Sejo. Dans Sejo, c'est un spectacle créé par Jean-Pierre Perrault en 1983. Jean-Pierre Perrault est décédé en 2002. Et c'était un spectacle où il y avait de nombreux danseurs, tous habillés avec des grands impairs, chapeaux et bottes.
On a choisi ce spectacle en particulier pour l'immersion, pour l'expérience immersive, parce qu'il permet aux visiteurs, dans le fond, d'être plus anonymes, d'être plus à l'aise. Une fois que tout le monde enfile le manteau, on se sent plus à l'aise d'être maladroit parfois. Alors, j'aimerais bien que la vidéo fonctionne ici. Do you have volume? No, gioiello. Itu. Itt valami. Saját hanggal kéne. Itt ebben. Bonjour et bienvenue dans l'univers de Jean-Pierre Perrault, le chorégraphe. Prenez conscience de l'espace autour de vous et des autres qui sont à proximité. Levez ses pieds. Écoutez bien le... Alors, je vais devoir vous l'expliquer. Je ne le danserai pas. En fait, on a pris... les gens entrent dans la salle et la voix qu'ils entendent, c'est celle de la répétitrice de Jean-Pierre Perrault. C'est l'assistante chorégraphe qui donne les consignes lors des répétitions aux danseurs. Donc, on l'a enregistrée. Elle donne des consignes aux visiteurs qui essaient tant bien que mal de les réaliser. Et pendant ce temps, il y a des projections sur le mur autour, des projections, des extraits du spectacle réel de Jean-Pierre Perrault. Et les visiteurs ne savent pas qu'ils sont filmés. Alors, à la fin, ils viennent s'asseoir, et là, c'est Jean-Pierre Perrault, dans un enregistrement qui existait, qui explique son spectacle, qui vient parler de son concept, et là, les visiteurs réalisent par une fusion des images filmées et projetées qu'ils font partie du spectacle. Alors, certains commencent à se reconnaître, ils se disent « Oh mon Dieu, je suis là, tu es là, on a réussi, on a dansé, on dirait qu'on est les vrais danseurs. » Donc, cette expérience, en l'absence de danseurs, cette expérience, on a eu des commentaires vraiment émouvants, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont décidé, des jeunes filles de 14 ans qui ont décidé de changer de carrière, qui ont voulu devenir danseuses après, des hommes de 60 ans qui ont dit « Moi, j'ai toujours détesté la danse contemporaine et là, enfin, j'ai compris la complexité d'un mouvement quand il est dicté par un autre. » Alors, depuis le début, il y a plus de 2100 visiteurs qui ont fait l'expérience depuis le mois de mars. On s'attend que d'ici la fin, il y aura 3000 participants. On a débuté une étude de comportement du public la semaine dernière pour savoir si les gens, une fois qu'ils ont fait cette expérience, retournent, dans quelle proportion, je devrais dire, ils retournent faire l'exposition, parce que ce qu'on observe, c'est qu'ils recommencent l'exposition après avoir fait l'expérience, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a donné les clés pour comprendre. Alors, j'avais écrit quelques-uns de ces commentaires ici. Bon, j'oubliais ce petit garçon de 10 ans qui dit « Je danse depuis 3 ans et demi, mais je n'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. » En fait, on est vraiment touché par l'expérience que les gens vivent. Parallèlement à ça, en alternance, je devrais dire, j'ose même pas partir la vidéo, quand il n'y a pas l'expérience dans 7 jours, il y a des danseurs et chorégraphes en résidence.
Donc, on a réservé ou fait une programmation de 15 semaines, ou plutôt des périodes de 10 jours, où une troupe, chorégraphe et danseurs, viennent répéter en salle. Donc, ils viennent travailler. Ils sont là et ils conçoivent une pièce ou peaufinent une pièce, expérimentent des mouvements devant les visiteurs. Alors, il y a toujours ces 20 places assises qui sont là. Le visiteur entre et sort à sa guise. La plupart du temps, il faut les sortir nous-mêmes parce qu'ils ne veulent plus laisser leur place. Il y a des gens qui viennent dessiner dans la salle. Et encore une fois, les personnes qui assistent à ces résidences en direct retournent faire l'exposition après et reviennent au musée parce qu'effectivement, il y a 15 troupes différentes qui se présentent pour ces résidences. Je vais quand même tenter. Si on en voit une partie, on en verra. Alors, ce que l'exercice nous a appris, plus que tout, c'est que la technologie doit vraiment être au service du message qu'on veut passer. C'est qu'on a résisté, dans le fond, à tout ce qui nous était offert comme technologie immersive, interactive, pour garder l'essence de ce qu'on avait besoin pour transmettre cette connaissance de la danse, transmettre les clés de la danse. J'utiliserai une image comme celle, je vous dirais que le contenu d'une exposition, je le compare à un volume d'eau. Il y a des piscines, il y a des lacs, il y a des océans. Si vous parlez de jeux vidéo, vous avez une piscine, vous jetez tout le monde dedans en même temps, c'est immersif, ça bouge, l'eau éclabousse. Ce n'est pas grave parce que tout le monde connaît les jeux vidéo. La danse contemporaine, c'est un océan. Les gens ont peur parfois, il y a des vagues, il y en a qui veulent essayer de toucher à l'eau, il y en a qui veulent surfer, et il y en a qui veulent rester assis dans le sable. Alors, c'est ce que cette exposition-là fait, c'est qu'elle a de tous les niveaux de perception et d'appréhension du sujet. Malheureusement, on n'a pas pu voir, j'avais une vidéo avec toutes les résidences, en fait quelques-unes des résidences. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le visiteur, il n'est pas dans le cloud. Le visiteur, il a les deux pieds sur terre. Et je lisais il n'y a pas très longtemps que la moitié de nos gènes ont 300 millions d'années. Alors, pour transmettre une connaissance, pour transmettre un savoir, pour donner des clés de compréhension, il faut s'adresser à l'humain. Il ne faut jamais oublier qu'au bout du clavier, au bout d'une manette, c'est un humain qu'il y a. Et parfois, il faut se restreindre dans les moyens pour arriver à lui faire saisir une émotion. Et c'est comme ça que quand il aura cette émotion, c'est là qu'il va comprendre le mieux un sujet. Un effet collatéral de notre exposition, c'est que les employés nous ont demandé d'utiliser la surface de danse les lundis, quand le musée est fermé, pour avoir des cours de danse. Et une autre demande qui vient de nous arriver la semaine dernière, c'est qu'il y a un groupe de personnes, d'intervenants sociaux, qui fait de l'art-thérapie et qui veut utiliser cette surface pour faire de l'art-thérapie avec des danseurs et avec des patients, soit des patients qui ont une infirmité ou un problème psychiatrique. Donc, c'est une exposition qui nous fait faire beaucoup plus de chemin que juste présenter une discipline artistique et présenter des artistes du Québec. Alors, elle est au musée jusqu'en avril 2016. J'ai quelques brochures sur l'exposition parce qu'elle est effectivement disponible. Elle sera à Lyon à l'automne 2016, en même temps que la Biennale de la danse de Lyon, en France, et peut-être en Espagne entre nous et la France, mais c'est une exposition, comme je le disais, qui peut être mise sur une clé USB et qui peut être adaptée à chaque endroit, à chaque contexte. Les musées sont libres de changer les contenus pour leurs propres danseurs et chorégraphes locaux.
Alors c'est dommage, on a raté les vidéos, mais ça nous permet de finir en temps. Merci.